Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ce webinaire. Je suis Céline Bello, directrice de l'Observatoire des profilages et ravie de vous accueillir pour ce lancement du rapport de recherche sur le profilage racial dans les interceptions routières au Québec. Avant de commencer et de laisser la parole à mes collègues pour la présentation, je voudrais d'abord souligner qu'on est le 6 décembre et qu'à l'Université de Montréal, c'est un jour de commémoration pour les 14 jeunes femmes qui sont mortes sous des balles, victimes du sexisme, et qui ont, malheureusement pas pu faire ce qu'elles souhaitaient faire, devenir ingénieures. Je voudrais aussi, dans le contexte de l'observatoire, faire une reconnaissance de territoires non cédés qu'on a développé à l'observatoire. Nous reconnaissons au sein de l'Observatoire que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Montréal est historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profrélages, nous engageons à défendre les principes de solidarité, de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté, dans nos activités. Il est important pour nous, qui travaillons sur les discriminations systémiques, de reconnaître à la fois des discriminations qui peuvent porter sur le genre, sur l'origine ethnique et sur la couleur de peau, comme on le verra, dans le contexte de ce webinaire. Quelques consignes techniques avant de laisser la parole à mes collègues. Donc, tout d'abord, fermez vos micros pendant les présentations. Le webinaire et donc les présentations de mes collègues vont être enregistrées, mais par la suite, pendant la période de questions, on va fermer l'enregistrement. Donc, vous pouvez prendre la parole soit par la petite main habituelle ou déposer vos questions dans le chat également. Sans plus tarder, donc, je voudrais à la fois vous expliquer un peu, ce qu'est l'Observatoire des profilages, mais aussi, vous présenter les personnes qui vont vous parler. Donc l'Observatoire des profilages, c'est une structure de recherche, partenariale qui rassemble une trentaine de chercheurs de différentes universités québécoises et de l'Université d'Ottawa dans différentes disciplines: sociologie, criminologie, travail social, sciences politiques, et une vingtaine d'acteurs en défense des droits et plus de 50 étudiants qui sont, des étudiants, dans nos différents programmes de deuxième et de troisième cycle et qui, ont des projets de recherche ou des projets de stage liés aux questions de profilage. Alors, sans plus tarder, donc une présentation des 3 collègues qui vont vous parler. Tout d'abord, Marie-Ève Sylvestre, doyenne et professeure à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Dominique Bernier, professeure au département de sciences juridiques de l'UQAM, et Mallory Canaan, qui est avocate et étudiante à la maîtrise en droit à l'Université d'Ottawa. Je leur laisse la parole. Bon webinaire. Merci Céline. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Il me fait très plaisir de prendre la parole à partir du territoire ancestral non cédé du peuple algonquin Anishinaabe à l'Université d'Ottawa pour vous présenter et lancer aujourd'hui un rapport de recherche sur le profilage racial dans les interceptions routières, un rapport qui nous a, un projet de recherche qui nous a occupés au cours des 3 dernières années. Nous avions présenté déjà dans le cadre de l'Observatoire, dans le cadre d'un webinaire, des résultats préliminaires il y a de ça 1 an et demi, je pense. Et aujourd'hui, on est très fiers donc de vous présenter les résultats finaux et de lancer le rapport de recherche. Donc, je débute d'abord en essayant de gérer mes diapos. Donc, voilà ce que je vous propose. Dans un premier temps, nous allons faire un bref aperçu du contexte de la recherche, vous présenter un peu dans quel cadre la recherche s'est déroulée et s'inscrit, ainsi que de rendre hommage et de souligner les contributions importantes de nos partenaires. Ensuite, donc, je vais aborder la revue de littérature pour ensuite céder la parole à mes collègues. Donc, Maître Canaan qui va vous parler du cadre juridique des interceptions routières et ensuite, avec la professeure Bernier, on va vous parler de la recherche en tant que telle, de sa méthodologie, de son cadre et évidemment des résultats. Donc, d'abord, le contexte de la recherche, je vais vous dire que c'est un projet qui a été initié en 2020. Donc, les premières discussions ont eu lieu dans la foulée de la création de l'Observatoire des profilages en 2020.
À l'époque, donc j'ai été contactée par, des, membres d'organismes communautaires, en particulier de l'ACAI, ainsi que de la clinique juridique Saint-Michel et j'ai vu que, Pierre-Richard Thomas donc, était avec nous aujourd'hui. Donc, des discussions initiales qu'on a eues dès 2020, un désir important de la part de, représentants d'organismes, communautaires pour, donc, je reviens donc initiée à la demande d'organismes communautaires qui avaient manifesté le désir de documenter empiriquement les expériences et les conséquences des interceptions routières, du profilage racial dans le cadre des interceptions routières, qui avait évidemment un phénomène qui était bien connu, bien dénoncé, mais qui n'avait pas encore été documenté empiriquement par la recherche, donc le besoin de le faire. Et ça s'inscrivait aussi disons, que ces discussions-là ont coïncidé avec d'autres discussions que j'ai eues avec Maître Mag Siméon, dont le client, Joseph Christopher Louamba, voulait contester la constitutionnalité de l'article 636 du Code de la sécurité routière qui, au Québec, permet aux agents de la paix d'intercepter des véhicules routiers sans avoir de motif pour le faire. Donc, de le faire tout simplement. On va revenir là, davantage sur le cadre juridique de l'article 636 un peu plus loin, mais qui peuvent le faire tout simplement sans avoir des motifs raisonnables de croire, par exemple, qu'une infraction a été commise. Et qui donc est une disposition qui ouvrait la porte toute grande au bien conscient et au profilage racial. Donc, Maître Siméon et son client contestait la constitutionnalité de cette disposition-là à la Cour supérieure du Québec. Et donc, ce projet de recherche a servi à documenter et appuyer un rapport d'expertise que j'ai présenté à la Cour supérieure en février 2022, dépôt du rapport et lors du procès en juin 2022. Et on va revenir donc sur cet arrêt Louamba un peu plus loin. Ensuite, je souligne que cette recherche a été menée en partenariat, qui est évidemment au cœur des travaux que l'on mène ici à l'Observatoire des profilages. Vous avez les auteurs du rapport, donc un collectif de recherche sur les interceptions, sur le profilage racial dans les interceptions routières, que je dirige, mais dont font partie également Dominique Bernier, Mallory Canaan, qui sont avec nous aujourd'hui, mais également Thierry Casséus, Arij Riahi et Jacinthe Poisson qui ont largement contribué là, à différentes étapes de la recherche. Je souligne aussi la contribution, l'immense contribution d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes bénévoles. Ils sont nombreux et nombreuses. Peut-être que certains d'entre eux sont avec nous aujourd'hui qui ont, à travers leur action bénévole à la clinique juridique Saint-Michel, entre autres, travaillé très fort pour nous appuyer dans le cadre de ce projet de recherche. Et je souligne la contribution de nos partenaires, donc la CAI, Pierre-Richard Thomas en particulier, la clinique juridique Saint-Michel, Maître Fernando Belton, la clinique juridique du Grand Montréal et la Ligue des droits et libertés, section Québec, qui a aussi nous a appuyés dans le cadre du projet. Donc, je me lance au niveau de la revue littérature. Dans quel contexte s'inscrit notre recherche? Donc, d'abord, vous dire que le profilage racial, évidemment, et je dirais la surreprésentation et l'impact discriminatoire et systémique du système de justice criminelle et de l'action policière est documenté depuis plusieurs années. Donc, dès les années 60, on avait des premiers rapports sur la discrimination, sur certains biais dans l'action policière, certaines conséquences discriminatoires du système de justice criminelle. En particulier en ce qui concerne les personnes autochtones, notamment, je pense à plusieurs rapports dans les années 60, 70 et éventuellement une série de commissions d'enquête, commissions nationales dans les années 90. Mais la notion même de profilage racial et la compréhension et la définition qu'on lui donne aujourd'hui, elle émerge plutôt dans les années 90 aux États-Unis et au tournant des années 2000 au Canada. Donc, c'est une notion là, sur laquelle je reviendrai, mais à partir de ces années-là, grâce à l'action de plusieurs pionniers, pionnières, et je veux les mentionner. Donc,
En Ontario, David Tanovich, Scott Wortley, et au Québec, Michel Turenne, qui s'est appuyé sur des travaux pionniers également du CRAR, qui ont parlé de profilage racial pour la première fois, qui l'ont nommé et qui ont commencé à le documenter. Donc, évidemment, quand on parle de profilage racial, on s'intéresse à plusieurs domaines, mais l'action policière a toujours été au cœur des études, au cœur de la littérature. Aux États-Unis, l'origine, disons, des études sur le profilage racial et sur les actions de profilage racial date de l'opération Pipeline, une opération donc qui visait les personnes noires et latino-américaines de façon explicite, qui étaient arrêtées, là, qui faisaient l'objet de contrôles routiers dans le but d'intercepter de la drogue. Éventuellement, ces opérations-là se sont transférées pour les interceptions d'armes et se sont généralisées éventuellement à tout type d'infractions. Donc, ce ciblage de personnes noires et latino-américaines basé sur des stéréotypes selon lesquels ces personnes-là seraient plus susceptibles que d'autres personnes d'être impliquées dans des infractions criminelles a été à l'origine là, du profilage racial mené par les forces policières. Au Canada, la recherche qui a porté sur le profilage, donc, a aussi émergé au début des années 2000. Les premières recherches étaient des recherches qualitatives, faisaient état de l'expérience de différentes personnes noires et racisées avec les contrôles policiers, les interpellations, les contrôles d'identité, éventuellement d'expériences de groupes d'individus. On a pu mettre sur pied des études d'envergure, des sondages qui ont permis de documenter l'aspect systémique de cette discrimination, de ce profilage. Donc, à la fois en Ontario, la Commission ontarienne des droits de la personne en particulier, mais aussi plusieurs chercheurs qui ont mené des sondages de grande échelle qui ont démontré que les personnes noires et racisées étaient beaucoup plus susceptibles d'être interpellées par les forces policières. Et éventuellement, on a eu aussi des données quantitatives basées sur les bases de données policières. Et donc, l'accès à ces données-là a été octroyé de façon complètement inégale là, selon les provinces canadiennes. Et au Québec en particulier, je vais y arriver dans la prochaine diapo, nous n'avons eu accès à ces données que récemment. Donc, au niveau des études sur le profilage racial, ces études-là se sont surtout articulées autour du profilage racial dans les espaces publics de façon générale. Alors, une des premières études au Québec, c'est celle de Bernard et McCall qui avait justement dénombré des interpellations les personnes interpellées dans un quartier de Montréal et qui avait démontré donc une surreprésentation des populations noires, des jeunes hommes noirs en particulier, dans les interpellations policières. Ensuite, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait aussi émis le rapport d'une consultation au début des années 2010. Et de premières données policières ont fuité dans les médias avec le rapport du criminologue Mathieu Charret qui avait démontré que les policiers, effectivement, faisaient une plus grande surveillance et un plus grand nombre d'interpellations auprès des populations racisées et noires. Ensuite, donc, on a eu d'autres études qualitatives et quantitatives. Donc, Montréal sans profilage, Anne-Marie Livingston, Ted Rutland et autres ont, par exemple, fait une étude fort intéressante auprès d'une quarantaine de jeunes qui ont été victimes de profilage racial à Montréal, en particulier dans le quartier Saint-Michel, démontrant l'impact important de ces interpellations sur les personnes. Et on a éventuellement obtenu les premières données policières dans les rapports qui sont bien connus par ceux d'entre vous là, qui s'intéressent au profilage racial. Les rapports qui ont été faits par Harmonie Assaoui Meloney et plus récemment avec également la professeure Botsuade-Kite à partir des données du SPVM qui a démontré évidemment une surreprésentation dans les interpellations de différentes populations noires et racisées à Montréal.
et ce, sans égard à leur, c'est-à-dire de façon disproportionnée par rapport, à leur représentation dans la population, mais aussi sans égard à leur taux de criminalité, c'est-à-dire qu'elles étaient bien davantage interpellées que, leur participation là dans, les infractions criminelles qui, on le sait, sont elles-mêmes, bien souvent, le fruit de profilage et d'interventions, discriminatoires. Donc, c'est dire la disproportion qu'il y a dans, les interpellations. Par ailleurs, au niveau des recherches sur le profilage, racial, il y a eu, toutes les études qui ont été menées par, Céline Bello, moi-même et d'autres personnes sur le profilage social, et dans certains cas, l'intersection du profilage social et racial dans les espaces publics. Je pense entre autres à une recherche, que nous avions menée en 2016, Céline et moi, à Val-d'Or, qui a démontré que les personnes en situation d'itinérance autochtones étaient bien davantage susceptibles d'être interpellées et se voyaient remettre des constats d'infraction en bien plus grand nombre. Donc, toute cette recherche a bien sûr fourni un cadre et alimenté nos travaux, mais ce qu'on constatait, c'est que malgré l'existence de recherches très intéressantes sur le profilage racial dans les espaces publics, il y avait très peu de données sur les contrôles routiers, sur les interceptions routières et sur l'expérience et les conséquences du profilage racial dans ces interceptions routières. Et c'est ici, je pense, que notre rapport de recherche comble un vide important et fait une contribution importante. Donc, notre rapport, c'est la première recherche empirique au Québec qui documente les expériences et les conséquences du profilage racial dans les interceptions routières. Comme vous allez le voir, c'est une recherche qualitative, donc qui s'est concentrée vraiment sur les expériences et les conséquences vécues par les personnes interceptées. Et notre rapport fait aussi une contribution à la littérature sur les motifs d'interception et les indicateurs qui sont révélateurs de profilage racial. Il y a toute une littérature sur ces indicateurs. Et nous avons été en même de confirmer cette littérature dans le cadre de la recherche, mais aussi d'aller au-delà et de fournir de nouveaux exemples d'indicateurs de profilage racial. Donc, nous allons y revenir dans la présentation des résultats. Alors, qu'est-ce que le profilage racial avant de céder la parole à mes collègues? En quelques mots, donc d'abord, je pense que c'est important d'indiquer que bien que la recherche porte sur le profilage racial et que le caractère racial et la couleur de la peau prédominent et est un facteur dominant dans les interventions, il y a aussi, bien sûr, de l'intersection avec d'autres motifs de discrimination, en particulier l'âge et le genre. Pour vous dire, évidemment, les jeunes hommes noirs en particulier semblent faire davantage l'objet de profilage racial. Donc, on voit quand même des croisements, d'autres facteurs qui viennent renforcer, je pense, ce profilage. Le profilage, c'est basé sur des stéréotypes. Dans ce cas-ci, le stéréotype, je pense, très clair qui ressort de nos travaux que les jeunes hommes noirs en particulier, mais les personnes noires de façon générale et racisées seraient davantage susceptibles d'être impliquées dans des infractions criminelles, seraient davantage susceptibles même d'être impliquées dans des infractions violentes. Donc, une fausse association stéréotypée, un préjugé, une association donc entre la couleur de la peau et l'implication dans la criminalité. Et vous allez voir qu'il y a d'autres stéréotypes là, qui se sont glissés et dont on va faire part un peu plus loin. Donc, une intervention par une personne en autorité qui mène à un traitement différencié. Ce traitement peut résulter en une intervention plus rapide, plus agressive de la part des forces de l'ordre ou en l'absence d'intervention envers d'autres groupes. Par exemple, on va laisser passer des interceptions ou on ne va pas intercepter des personnes d'autres groupes qui ne correspondent pas aux caractéristiques stéréotypées. Et donc, ça, c'est évidemment aussi une démonstration du profilage. Donc, nous, on se base sur la définition retenue par la Commission des droits, disons la définition énoncée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui a été reconnue là, à plusieurs reprises par les tribunaux, y compris par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bombardier pour la première fois en 2015, puis dans l'affaire Lee en 2019.
Une des premières décisions canadiennes qui a parlé de profilage racial, il y en avait une avant, là, dans la fin des années 90, où on faisait état justement des recherches des professeurs Tanovich. Mais une des premières décisions, une décision qui est souvent citée à ce jour, c'est la décision Brown de la Cour d'appel de l'Ontario, qui nous rappelle que le profilage racial n'a pas besoin d'être la conséquence de préjugés explicites et de racisme avéré de la part des policiers, mais peut être plutôt l'objet de biais inconscients et a un caractère aussi systémique, en ce sens que le profilage s'appuie sur des politiques institutionnelles bien établies. Donc, voilà pour moi pour le moment. Je cède la parole à Mallory. Oui, merci, madame la doyenne. Je vais poursuivre avec, le cadre juridique. L'idée, c'est pas d'alourdir la présentation puis d'aller en détail dans les décisions qui permettent les interceptions routières, mais je vais à tout le moins, brosser là, le cadre juridique qui entoure l'interception. Donc, en 1988, la Cour suprême a décidé dans l'arrêt Hofsky que les vérifications au hasard effectuées dans le cadre de contrôles routiers, donc les barrages, ne contrevenaient pas aux droits protégés par la Charte canadienne. Subséquemment, en 90, la Cour s'est penchée sur la validité constitutionnelle des interceptions sans motif réel en dehors d'un programme structuré comme un barrage routier dans l'arrêt Hofsky. Donc, les faits qui mènent à l'affaire Ladouceur, dans le fond, Monsieur Ladouceur est intercepté à Ottawa au printemps 82. Puis, lorsqu'il est intercepté, les policiers constatent que son permis de conduire était suspendu. Au procès, les policiers ont reconnu qu'il n'y avait ni soupçon ni motif pour intercepter le véhicule, outre le pouvoir conféré par le Code de la route de l'Ontario, et ils ont témoigné que les interceptions avaient été effectuées à peu près au hasard. Donc, les juges de la Cour suprême devaient déterminer si ces interceptions-là étaient constitutionnelles en vertu des articles 7, 8 et 9 de la Charte. Puis, la Cour s'est seulement penchée sur l'article 9. L'article 9 de la Charte, ça nous protège contre la détention arbitraire. Et cette protection-là, à moins qu'elle ne soit justifiée, ne sera pas déclarée constitutionnelle. Si on viole l'article 9 de la Charte, il faut que l'État justifie. Et si l'État n'arrive pas à justifier, alors il faut déclarer le pouvoir qui confère l'interception inconstitutionnelle. Donc, la Cour, la majorité. Donc, sur les 9 juges de la Cour, 5 ont écrit une majorité, 4 ont écrit une dissidence. Et la Cour était d'avis que les interceptions routières permettent de diminuer la probabilité des accidents sur la route. Donc, c'était une mesure proportionnelle. Ça répondait à une préoccupation urgente, qui est la sécurité routière. Et ça avait une atteinte minimale sur les droits des personnes, des conducteurs et conductrices. La Cour, la majorité était aussi d'avis que c'était la seule forme de dissuasion possible aux difficultés générales de mettre sur pied des programmes en raison de contraintes budgétaires et d'un manque de personnel. Donc, la Cour a limité, du moins limité, elle a dit que cet objectif-là peut être accompli parce que ça permet aux policiers d'intercepter les gens pour vérifier l'état de sobriété des conducteurs, pour vérifier la validité du permis de conduire, des assurances, de l'immatriculation, et que ça permet aussi de vérifier l'état mécanique d'un véhicule. À l'inverse, les juges dissidents étaient d'avis que il y avait une détention arbitraire puis que l'État n'avait pas réussi à justifier cette détention arbitraire-là. Donc, les juges dissidents étaient d'avis qu'on pourrait recourir à des points de contrôle encadrés, comme des barrages routiers à des endroits fixes, choisis à l'avance, au lieu de permettre à un agent de la police d'intercepter n'importe quel véhicule, n'importe quand, n'importe où. Au moment de Ladouceur, la question de profilage racial ne s'était pas posée, mais les juges dissidents anticipaient déjà certains problèmes liés avec l'octroi d'un tel pouvoir discrétionnaire. Et comme vous pouvez lire sur la diapositive, sur la plume du juge Sopinka, les juges dissidents ont dit la décision pourrait reposer sur un caprice. Chacun des agents de police aura des motifs différents. Certains auront tendance à arrêter les conducteurs plus jeunes, d'autres les voitures plus vieilles, et ainsi de suite. Et reprenant la décision qui était à la Cour d'appel de l'Ontario, les juges soulignent aussi et anticipaient déjà le problème, des considérations raciales peuvent aussi entrer en ligne de compte. Donc,
À la suite de l'arrêt La Douceur, l'article 636 du Code de la sécurité routière, qui prévoit le même pouvoir que le Code de l'Ontario, donc systématiquement, chacune des provinces ont leur propre Code de la sécurité routière qui prévoit un tel pouvoir. Donc, l'article au Québec a été modifié à la suite de La Douceur, puis on a enlevé l'exigence qu'un policier ou une policière a un motif raisonnable qu'une infraction au Code de la sécurité routière ait été commise pour intercepter un véhicule. On octroie donc un pouvoir discrétionnaire complet et comme vous pouvez le lire sur la diapo, le libellé permet d'exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. Ainsi, les agents de la paix au Québec et partout au Canada peuvent peuvent intercepter un véhicule pour vérifier les permis, assurance, immatriculation, la sobriété du conducteur, l'état mécanique d'un véhicule, et ça, sans avoir de motif de croire qu'une personne ait commis quelconque infraction. Et les conducteurs et conductrices sont obligés de se conformer. Elles seront considérées comme détenues, mais cette détention est justifiée suivant les principes établis par la Cour suprême. Et là, on arrive en 2022 et la demande de Joseph Christopher Louamba et de Maître Mike Siméon devant la Cour supérieure du Québec. Donc, M. Louamba est un jeune étudiant titulaire d'un permis de conduire depuis 2019 et fait l'objet de 3 interceptions sans motif. M. Louamba tente de rouvrir le débat sur les interceptions routières et il argumente que le pouvoir discrétionnaire porte atteinte au droit à la liberté, à la sécurité de la personne, à la protection contre la détention arbitraire et à l'égalité, ces droits qui sont prévus aux articles 7, 9 et 15 de la Charte canadienne. Donc, comme la Cour suprême s'était déjà penchée sur les interceptions routières en 90, pour qu'un juge de la Cour supérieure se rouvre le débat, dans le fond, il faut qu'il constate 2 choses. Il doit constater qu'une nouvelle question juridique se pose et il doit constater qu'un fait social nouveau existe et qui n'existait pas au moment de la décision antérieure. Donc, le juge Hiergeau a conclu que, d'abord, la Cour suprême ne s'était pas penchée sur les protections prévues à l'article 7 et à l'article 15 de la Charte, et ça n'avait pas fait, le profilage racial n'avait pas été argumenté dans cette décision-là. Monsieur Ladouceur n'était pas une personne noire racisée. Et il est d'avis que le profilage racial constitue désormais un fait connu, important, nouveau, et que la situation sociale a maintenant changé. Il rouvre donc le débat sur l'interception routière. Il y a eu des conclusions centrales qui ont permis à M. Louamba de gagner sa cause. Donc, d'abord, le procureur général ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer une corrélation entre le recours au pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre des interceptions et l'objectif de ce pouvoir-là, qui est la sécurité routière. Le juge a également conclu à l'aide des témoignages de plusieurs personnes interceptées, mais aussi d'une experte et des 2 experts, l'experte qui est la doyenne Sylvestre, que les personnes noires subissent une surveillance accrue ayant pour effet de brimer leur autonomie personnelle, que des considérations raciales, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, jouent un rôle dans la sélection des conducteurs et conductrices lors d'interceptions routières, puis que la pratique des interceptions routières a une cascade d'effets qui ne fait que perpétuer des avantages systémiques et historiques que vivent les personnes noires au Canada. Donc, en somme, le juge Hiergeau n'est pas convaincu, puis il souligne que le profilage racial se manifeste dans les interceptions routières et qu'on ne saurait attendre, et je cite, « un improbable moment d'épiphanie des forces policières pour y remédier ». Donc, le juge Hiergeau est d'avis que l'article 636 de la sécurité routière et la règle de common law doivent être déclarés inopérants parce qu'ils violent les articles 7, 9 et 15 de la Charte de façon non justifiée. Et le jugement est maintenant porté en appel devant la Cour d'appel du Québec. Donc, l'exécution du jugement de première instance est maintenant suspendue. Et là, je vais passer la parole à la professeure Bernier pour les indicateurs. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour
contribué à la présentation sur le lancement de ce rapport qui est le fruit d'un énorme travail collaboratif et partenarial dans les 3 dernières années. Et donc, je tiens à souligner aussi, juste avant de commencer ma partie, merci à tout le monde d'être présent et présente aujourd'hui. Particulièrement, on sait qu'avec les grèves dans le secteur public, ça peut être un défi d'être présent pour un webinaire sur l'heure du lunch. Donc, merci à tout le monde un défi solidaire, n'est-ce pas, qui est présent. Donc, voici un petit peu là, les indicateurs de profilage. Donc, dans quelle situation on peut avoir cette impression qui se confirmera éventuellement qu'il y a eu une situation de profilage racial. Donc, ces indicateurs-là ont été élaborés à partir de la jurisprudence et de la littérature. Donc, le premier indicateur, c'est le lieu pour l'agent de police d'intercepter un véhicule conduit par une personne racisée dans un quartier jugé peu fréquenté par des personnes racisées. Donc, par exemple, on va intercepter des gens dans un quartier où on va juger que ces personnes-là n'ont pas d'affaires, là, en fait, ou en tout cas ne devraient pas s'y retrouver ou s'y retrouvent peu. Donc, le lieu est l'un des premiers indicateurs. Un deuxième indicateur, c'est poser des questions sur ce qu'une personne fait dans ce quartier ou si elle y réside. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu circules ici? Est-ce que tu habites dans le quartier? Ensuite, il y a intercepter un véhicule de luxe conduit par une personne racisée. Ça, c'est une situation que vous verrez là, dont on a entendu parler là, souvent dans le cadre de cette recherche. Donc, avoir un véhicule que l'on n'associe pas à une personne ou un véhicule qu'on associe parfois aussi plutôt à certaines formes de criminalité. Ensuite, faire un appel à des renforts alors que l'interception est pour une vérification de routine. Donc, on intercepte un véhicule pour une vérification de routine, vérification de permis, vérification mécanique, mais on appelle des renforts et donc on se retrouve à plusieurs véhicules qui vont participer là, à l'interception, alors que ce n'est pas une arrestation ou une situation qui nécessiterait là, tous ces renforts. Ensuite, fournir des explications vagues ou suspectes sur les motifs de l'interception. Donc, pendant l'interception, on n'est pas vraiment capable d'en justifier les raisons. On va plutôt être très, très flou là, dans les explications qu'on va donner aux personnes qui sont interceptées. Enfin, on va souvent utiliser le prétexte qu'on est en train de rechercher une personne pour une infraction qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc, on dit, ben, on intercepte tout le monde parce que on sait qu'il y a un suspect qui ressemble ou qui a telle caractéristique. Et donc, on veut voir si c'est pas vous par hasard. Donc, on est en train de faire une espèce d'interception générale qui va finalement viser plutôt là, des personnes noires ou racisées en lien avec une enquête qui serait en cours. Peut passer à la prochaine diapo. Ensuite de ça, un autre indicateur de profilage, ce sera les vitres teintées, donc d'avoir des vitres qui ne permettent pas de voir à l'intérieur du véhicule. Une cigarette jetée par la fenêtre, donc de faire un geste de jeter la cigarette par la fenêtre va conduire à l'interception. De surinterpréter le langage corporel des conducteurs et passagers. Donc, on trouvait que vous aviez l'air nerveux au volant de votre véhicule, ou les mouvements de votre corps étaient suspects, votre regard était évasif quand on a croisé votre regard. Donc, vraiment une surinterprétation du langage corporel. Les interceptions vont souvent être en lien avec le port, de vérification en fait du port de la ceinture de sécurité du conducteur ou d'une personne qui est passagère du véhicule. Il y aura aussi des interceptions qui vont se faire sur la base d'un changement de voie sans signaler son intention et ou une conduite là, jugée erratique. Donc, un peu là, des éléments qui sont autour de la conduite, mais sans qu'il y ait nécessairement une infraction réelle au cas de la sécurité routière. Donc, c'est le cas, par exemple, d'une conduite jugée erratique, mais qui n'enfreint pas nécessairement le cas de la sécurité routière. Et un élément là, dont on a parlé amplement dans le rapport, c'est l'apparente absence de correspondance entre le propriétaire du véhicule et son conducteur. Donc ça va être lié à une vérification de la plaque d'immatriculation. Et là, on va voir que la plaque d'immatriculation, par exemple, est au nom d'une femme et que la personne qui conduit est un homme. Donc, il n'y a pas de correspondance entre le propriétaire enregistré du véhicule
et la personne qui le conduit. Et donc, c'est sur cette base-là là, qu'on va justifier l'interception. Évidemment, ça ne tient pas compte là, on peut changer de diapo, je vais juste faire un petit commentaire. Du fait que très souvent, il n'y a pas juste une personne qui va conduire un véhicule qui est une propriété d'une famille. Et donc, c'est vraiment là, cette idée que en fait, il n'y a pas d'exigence, il y a une correspondance entre le propriétaire enregistré du véhicule et la personne qui le conduit. Là, c'est pas du tout quelque chose qui existe. Donc maintenant, on va passer de façon un peu plus approfondie à la recherche comme telle. Je ne vais pas passer trop de temps à vous parler de la méthodologie parce que j'ai vraiment envie qu'on se consacre là, aux résultats qui sont enfin là, compilés et finaux. Mais les objectifs du projet étaient de documenter le contexte et les motifs entourant les interceptions routières effectuées, documenter les expériences et conséquences sur le plan individuel et communautaire, et le contexte géographique. Ça s'est fait principalement à Montréal, en banlieue nord, donc Repentigny, Terrebonne, Laval. C'est la plupart des personnes participantes qu'on a rencontrées étaient situées donc dans Montréal et la banlieue nord de Montréal. Nous avons rencontré 25 participants et participantes lors d'entrevues soit individuelles ou de groupe. Et là-dessus, on s'est vraiment adapté là, parce que certaines personnes ne souhaitaient pas être dans une entrevue de groupe, d'autres ont accepté. Donc, on est vraiment allé à partir entre autres, comment se sentaient les personnes par rapport à la recherche. Le recrutement de ces 25 personnes-là s'est fait, entre autres, en ligne et en collaboration avec nos précieux partenaires. Les entrevues ont été d'une durée variable entre 90 minutes et 3 heures. On tient à dire que les caractéristiques personnelles et sociodémographiques étaient très diversifiées là, au sein des personnes que nous avons rencontrées. Donc, l'objectif des discussions que nous avons eues avec les personnes participantes, c'était de rapporter les expériences personnelles et les perceptions des participantes et participants à notre étude sur leurs interactions avec la police et, dans certains cas, celles de leurs proches. Il faut comprendre là, que l'interception peut avoir aussi des conséquences sur les autres personnes qui sont dans les véhicules ou les autres proches là, des personnes. Puis ça, c'est vraiment des choses qui ont été importantes et qu'on a voulu là, mettre en valeur dans le cadre du rapport. Et en fait, il n'y avait pas d'enquête indépendante des trajectoires judiciaires des participants et participantes. Donc, on n'a pas validé leur trajectoire judiciaire suivant ces entrevues. Et on a cherché à comprendre et interpréter la façon dont ces expériences sont vécues et perçues par les personnes profilées. L'objectif était vraiment de documenter les expériences. Je vais laisser retourner la parole à Mallory qui va nous parler de quelques vignettes qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus. Merci, Dominique. Donc, regard sur 3 participants. Tout au long du restant de la présentation, je vais faire référence à des personnes que je vais nommer. Ce sont des noms d'emprunt choisis en collaboration par les participants. Donc, regard sur sur Esther, Dominique et Pascal parmi tant d'autres. Esther est une femme noire d'origine haïtienne d'une 60aine d'années qui habite au Québec depuis 40 ans. Esther nous raconte avoir fait l'objet d'au moins 4 interceptions au cours des 2 dernières années. Avant ces expériences, elle se sentait heureuse, rassurée en présence de la police. Or, quand nous la rencontrons, sa confiance envers l'institution se voit effritée au fil des interceptions qu'elle a vécues. À son avis, les motifs d'interception n'étaient que des prétextes, voire des ruses. Elle a même douté de savoir que l'un des policiers qui l'a intercepté était un vrai policier. Dominique est un jeune homme noir de 26 ans en entretien et nous confie avoir été intercepté pour la première fois à 19 ans alors qu'il conduisait la Dodge Caravan usagée de sa mère. Ces expériences traumatisantes qu'il a vécues ont changé sa vie. Il nous dit, et je cite, « J'ai toujours des pensées un peu négatives. Ça a changé mon mode de vie. Ça a changé ma vie sociale. J'étais rendue plus enfermée. Je parlais à personne. J'avais même arrêté l'école, le travail. » Fermeture de la citation. Sa confiance envers la police a été si ébranlée qu'il nous dit que lui, appeler la police s'il a besoin d'aide, il ne va pas faire ça. Je cite, « La dernière personne que tu peux appeler, c'est la police. »
Pascal est un homme noir dans la quarantaine. Il travaille en protection de la jeunesse. Il a vécu de nombreuses interceptions, mais une l'a particulièrement marqué. Un jour, il va chercher sa fille adolescente à l'école privée et se fait intercepter pour une vérification de routine. Le policier le questionne pour savoir ce qu'il fait et le policier commence à lui demander qu'est-ce qu'il fait dans ce secteur-là, à qui appartient la voiture et qui est l'adolescent assis dans sa voiture. Pascal explique, je cite, « C'est comme si ma fille ne pouvait pas être à cette école-là. » Il accepte difficilement l'injustice qu'il vit. Il témoigne ne pas avoir pu dormir après sa première interaction et que son estime de soi et sa santé mentale ont été minées par ces expériences. Il nous dit « Je me sens étiquetée, stigmatisée comme une mauvaise personne au point de me demander si je suis un citoyen manqué. » Donc, le contexte, alors ça, c'est un court regard sur 3 de nos participants, mais ces histoires-là, on les a entendues à maintes reprises lors de nos entretiens. Pour les contextes des interceptions, les participants et participantes racontent avoir été interceptés de façon fréquente et répétée. Pour certains, c'est une dizaine de fois par année. Pour d'autres, c'est de 15 à 25 fois. Un participant nous parle de 2 à 7 fois par mois, en moyenne 2 fois par semaine. Donc, ça varie. C'est dans des contextes similaires, donc en allant à l'école, au travail, à l'épicerie, en conduisant les enfants, à la sortie d'un bar, à la sortie d'un restaurant. Nous avons un participant particulièrement qui est un jeune homme d'origine arabe et lors de notre entretien, il nous a montré un sac et un sac qu'il affectionne, son sac à problème, et il garde toutes ces tickets qu'il a accumulées au cours des interceptions qu'il a vécues. Et finalement, les interceptions ont lieu à toute heure, mais plusieurs personnes nous ont indiqué qu'ils se sentent plus susceptibles d'être interceptés la nuit. Donc, ça arrive plus souvent le soir et la nuit. Les motifs, très grand nombre des interceptions étaient justifiées sur la base d'une vérification d'identité, donc en vertu du pouvoir. On peut changer la diapo. Ben, j'ai oublié de dire, là. Donc, nos participants mentionnent en entretien qu'ils sont persuadés que leurs interceptions ne sont pas aléatoires, mais sont fondées sur la base de préjugés et ils se disent ouvertement victimes de profilage racial. Les motifs qui amènent à l'interception, donc ça part d'abord d'un motif légal, le pouvoir d'interception, mais ou la vérification d'identité, mais elle se révélait en fait basée sur des prétextes, des préjugés, des excuses, voire des ruses ou des inventions. Les participants et participantes nous ont dit qu'ils demandaient généralement les motifs de l'interception et qu'ils se faisaient dire qu'il n'y en a pas ou que les policiers et policières répondaient parfois avec impatience, intransigeance, j'ai de la misère, ou agressivité. Donc, par exemple, après l'avoir demandé à plusieurs reprises, Samir s'est fait répondre, je cite, « Donne juste tes papiers, c'est pas de tes affaires. Puis si tu continues comme ça va dégringoler. » Il a décidé d'obéir et de remettre ses papiers, mais il souligne, et je cite, « Leur approche a été tellement agressive et attaquante qu'il n'y avait pas de place à la négociation, il n'y avait pas de place à la discussion. » Selon 3 personnes, les policières et policiers vérifient l'identité des passagers en se basant sur des préjugés et des stéréotypes raciaux. Donc, Pascal nous dit, c'est comme si quand vous êtes noir, vous êtes avec des jeunes filles ou femmes dans une voiture d'une certaine valeur, c'est comme si vous êtes déjà un potentiel proxénète, un potentiel prédateur. Pour 4 participants, l'interception routière a pris l'allure d'une enquête plus générale où on a commencé à leur poser toutes sortes de questions inappropriées, intrusives, alors bien au-delà des motifs pour lesquels ils avaient été interceptés. Donc, des questions liées à l'emploi, des questions liées au domaine d'études. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes dans ce quartier-là? Qui est avec vous? Une des participants témoigne, il posait des questions qui n'avaient pas rapport à l'arrestation. Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? C'est à qui la voiture? La voiture n'est pas à votre nom. C'est qui cette personne avec vous? Je voulais pas nécessairement, pas que je voulais pas collaborer, mais ces questions n'avaient pas du tout rapport à l'arrestation. Donc, comme mentionné plus tôt, un autre motif qui revenait souvent, c'est l'absence de correspondance entre le conducteur, donc
par exemple, si le véhicule est au nom d'une femme et le conducteur qui conduit est un homme. Finalement, 9 personnes ont indiqué que les interceptions étaient associées au fait qu'ils conduisaient des voitures luxueuses, louées ou associées à des activités, et je cite, de bandits. Par exemple, Toussaint nous explique, je cite, on doit presque chercher des véhicules tellement simplistes pour pas qu'on se fasse intercepter. J'ai des amis qui sont blancs qui pourraient conduire le même type de véhicule que moi, puis ils seront pas interceptés. Plusieurs personnes ont aussi indiqué avoir été interceptées en raison de préjugés liés à leur apparence physique. Donc, avoir l'air d'un gangster, porter un capuchon, avoir un afro, des dreads, avoir l'air arabe, avoir un habillement associé au hip-hop. Donc, à la prochaine diapo, vous allez voir une citation d'un de nos participants. Il nous dit On nous dit qu'on a l'air des gangsters. C'est exactement les mots utilisés là. On a l'air des gangsters assis dans la voiture à ne pas bouger. Donc, ces interceptions-là, à maintes reprises, ont des conséquences physiques, des conséquences psychologiques, des conséquences matérielles et affectent le sentiment d'appartenance que ces personnes-là ont à la société québécoise. Donc, des interceptions qui dégénèrent mènent à des conséquences physiques. Donc, par exemple, les menottes. Un participant nous dit avoir mangé une raclée après que l'interception a dégénéré et qu'il a dû sortir de sa voiture. Un autre participant nous mentionne qu'un policier a tiré sur sa ceinture pour s'assurer qu'il était bien attaché. Un participant d'entretien nous dit avoir toujours peur de faire un faux pas lors d'une interception qui pourrait le mettre à risque, voire mettre sa vie en danger. Il se remémore l'une des interceptions où il a été menotté et il nous dit, je cite, « Mon cœur n'arrêtait pas de battre. Il me tient, mais la façon dont il me tient, c'est tellement fort. Si je bouge, ils sont en train de tirer. Ils veulent que je bouge. Pourquoi ils serrent mes mains comme ça? » Ces conséquences physiques sont aussi, voire plus importantes au niveau psychologique. Donc, la majorité des participants ont rapporté avoir ressenti les contre-coups de leur interception des heures, des jours, voire des années après avoir vécu des interceptions. Les participants et participantes vont faire référence à des maux de tête, à de l'insomnie, perte d'appétit, excès de colère, de la peur, de l'anxiété. Pascal va expliquer comment les conséquences psychologiques et les manifestations physiques vont être interreliées en entretien. Il nous dit, je cite, « Tout ça, ça a des impacts sur vous en tant que personne. C'est des choses qui minent votre personne, votre estime, votre santé mentale. Et dès que la santé mentale est affectée, la santé physique va être affectée, va vivre son lot de coups. » Dans le même sens, Dominique, un autre de nos participants, nous explique qu'il a dû aller chercher de l'aide et a eu un suivi d'une travailleuse sociale. Il nous dit, je cite, « C'est un impact quand même lourd, j'ai eu des pensées négatives, je suis restée enfermée dans ma bulle pendant plusieurs années avant de recommencer à avoir une vie normale. » Dans certains cas, les effets vont s'inscrire dans la durée. Donc, un peu comme le participant à la citation que j'ai mentionnée un peu plus tôt, Anderson nous dit, je cite, « J'ai peur de la journée où est-ce que je vais plus être capable de me retenir et je vais sauter une coche parce qu'il y en a pour qui ça arrive. Puis pour moi, à un moment donné, t'en peux juste plus, là. C'est quoi? T'es tanné de te faire piler sa tête, t'es tanné de te faire disrespect comme ça. » Plusieurs des participants, comme on le mentionnait plus tôt, nous ont parlé des conséquences sur les membres de leur famille. Donc, par exemple, Léla va expliquer que il va y avoir 5 participants et participantes qui vont nous mentionner que la peur qu'ils ressentent, c'est surtout pour leurs enfants qui devront, eux, plus tard ou qui le font maintenant, naviguer l'espace public. Donc, Léla nous dit, et je cite, « Quand je voyais des sirènes de police passer, je les suivais pour voir si c'était pas vers mes garçons qu'ils allaient. » Dans le même sens, les mères, 5 participants nous ont raconté que c'est la peur, l'anxiété, des interceptions qu'eux vivent se prononcent surtout aussi chez leurs parents et leurs mères. Et là, dans la diapo précédente, j'avais mis des citations que j'ai déjà mentionnées.
Et je vais, on peut en lire une peut-être là. Donc Aiden nous explique que voir la police dans l'espace public va allumer en lui un bouton de panique et il nous dit au moment de notre entretien, il nous parle du déséquilibre qu'il ressent entre, la police et lui et il nous dit, je cite: «Le policier a une arme à feu, il peut faire n'importe quoi avec. La parole d'un noir là, ça vaut pas grand-chose dans la province qu'on vit. On a tué Junior, on a tué Magloire». Donc, outre les conséquences physiques et psychologiques, il y a aussi d'importantes conséquences matérielles et je vais passer la parole à Mariette. Merci Mallory. Je pense que toutes les citations, tous les témoignages là, dont tu as fait part démontrent vraiment le poids des conséquences physiques et psychologiques. Je fais une parenthèse à ce moment-ci avant d'aborder les conséquences matérielles, financières, les conséquences aussi sur la confiance qu'ont les personnes en la police, en l'administration de la justice, pour souligner toute la difficulté hein, de mener cette recherche-là, tant pour les participants qui ont dû relater et revivre ces expériences-là que pour l'équipe de recherche. Nous étions nombreuses là, à faire ces entretiens-là. Donc, je veux souligner là, que c'est vraiment des témoignages troublants, très traumatisants qu'on a entendus. C'est traumatisant et troublant de les entendre aujourd'hui être relatés. Donc, je passe aux conséquences matérielles. Donc, matérielles et financières, parce que au-delà des conséquences physiques et psychologiques qui ont lieu tant au niveau de l'interception elle-même qu'ensuite, des jours, des semaines, des mois ensuite, après l'interception, il y a d'autres conséquences encore plus concrètes sur le travail, sur la profession, sur la réputation des personnes qui sont interceptées. Donc, de nombreux participantes ont fait état du fait qu'ils ont dû s'absenter du travail, soit parce que ils devaient se remettre des traumatismes qu'ils vivaient, soit parce qu'ils en subissaient les conséquences sur le plan physique, soit parce que dans certains cas, ils avaient aussi fait le choix de contester leur constat d'infraction et devaient, par exemple, se présenter en cours. Mais je veux aussi parler du cas assez particulier de Hayden. Hayden qui travaille en milieu hospitalier et qui fait du covoiturage avec une collègue de travail et qui s'était fait intercepter le matin en allant à son travail. Donc, s'est fait poser des questions. Les policiers lui ont dit qu'il pensait qu'il était associé à une infraction criminelle, qu'il devait faire des vérifications. Ces vérifications, ça a pris beaucoup de temps, ça s'est un peu éternisé. Et là, voyant qu'il allait être en retard au travail, sa collègue a quitté, elle s'est rendue au travail par ses propres moyens. Lui a dû aller au poste de police pour éventuellement être relâché complètement 2 heures plus tard en disant qu'il y avait eu une erreur sur la personne. Mais non seulement donc Hayden avait été en retard au travail, a dû manquer des heures ce jour-là, mais en plus a craint pour les conséquences sur sa réputation. Quel est l'impact sur la collègue de travail qui voit cette interception-là? D'autres, heu, D'autres ont parlé de conséquences au niveau de la perte de permis de conduire, des points de démérite qu'ils ont accumulés. Dans certains cas, certains avaient besoin de leur voiture pour toutes sortes de raisons, hein. Pensez aux raisons pour lesquelles une voiture est essentielle à nos vies dans beaucoup de cas, que ce soit pour les activités familiales, que ce soit justement pour le travail. Donc, se sont vus donc confisquer les permis ou accumuler des points de démérite. Des conséquences financières aussi importantes. On a des participants qui ont témoigné, par exemple, de l'impact financier. Samir qui parlait de plusieurs milliers de dollars. Inès qui a dit que le paiement de son constat d'infraction a englouti son salaire d'étudiante au complet. J'étais étudiante à temps plein, je travaillais à temps partiel. Ça a pris carrément toute ma paye pour payer les constats d'infraction. Ibrahim, qui faisait son épicerie au Dollarama pendant 1 ou 2 mois, qui prenait tous les moyens du bar pour pouvoir y arriver. Donc, accumuler des constats d'infraction, je pense que ça, c'est évidemment un impact particulier.
Conséquences aussi, tout aussi importantes sur la perception, et la confiance qu'ont les personnes envers la police et le système de justice parce qu'il y a un effet, d'entraînement, et aussi des conséquences sur leur perception de la citoyenneté. Donc la recherche en matière de confiance en la police démontre clairement que, si de façon générale la population a, généralement assez confiance en la police comme institution, cette confiance est moindre dans le cas des personnes noires et racisées et que cette confiance, justement, est liée aux expériences que les personnes ont avec les forces policières. Et on sait que lorsque les gens ne font plus confiance à la police, il y a des conséquences directes, y compris, par exemple, au niveau de la collaboration, au niveau de la protection également. Lorsque les gens sont en danger et ont besoin de la protection de la police, ils vont hésiter à faire appel à elle et évidemment peut faire en sorte que des interactions futures vont dégénérer plus rapidement parce qu'on est nerveux, parce qu'on est et parce qu'on a des raisons légitimes là, d'être beaucoup plus craintif et vigilant. Donc, cette confiance envers la police se répercute envers le système de justice. On avait plusieurs participants qui ont indiqué qu'à leur avis, le système de justice, c'est un système de justice inégal, que c'était une justice pour les Noirs, une justice pour les Blancs, qu'il y avait un système de justice deux poids, deux mesures, donc une autre façon de dire la même chose. Donc, qui étaient moins susceptibles aussi de vouloir le mobiliser pour défendre leurs droits. Donc, vous avez d'autres citations de la part des participants. Une autre conséquence directe, c'était sur le sentiment de citoyenneté, le sentiment de ne pas être un citoyen au même titre et à même égalité que les autres, un sentiment de tout faire pour pouvoir faire partie de cette société-là et que cette société les exclut, les traite différemment des autres, se remettent en question constamment. Ensuite, en terminant et avant de conclure, peut-être souligner une chose qui est ressortie aussi assez clairement des entrevues, ce sont toutes les stratégies de résistance et d'adaptation qui ont été développées par les personnes qui sont visées par ces interceptions-là. D'abord, tous les participants ont noté un changement dans leurs attitudes ou dans leur comportement sur la route ou lors d'interactions avec les policiers. Certains ont changé d'itinéraire, certains évitaient de conduire la nuit, certains ne conduisaient complètement plus, certains donc fréquentaient des lieux plutôt que d'autres. Et pour la plupart, notaient donc une hypervigilance, un comportement psychologique qui est documenté dans la littérature lors des interactions avec les policiers, où on surinterprète notre environnement, où on est encore plus vigilant, où on essaie de noter tous nos comportements. Plusieurs personnes nous ont parlé à quel point ils étaient prudents au volant également. Dans une zone de 50, on roule à 45. Donc, toujours respecter la loi encore davantage que, disons, avoir ce souci constant là, de se conformer. Ensuite, d'autres stratégies, filmer les interceptions. Plusieurs personnes avaient des caméras qui roulaient à temps plein. Éduquer les enfants et les jeunes et dans certains cas, exercer des recours judiciaires, que ce soit des plaintes à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, des plaintes en déontologie et d'autres recours judiciaires. Très peu il y a eu des gains, il y a eu des moments où ces recours ont abouti et ont eu des conséquences positives pour les personnes qui ont donc déposé ces plaintes-là, mais beaucoup d'obstacles sur la route de ceux qui veulent exercer ces recours judiciaires. En terminant, d'abord, je voudrais encore une fois donner la parole aux personnes qu'on a rencontrées, puis j'en profite évidemment pour leur rendre hommage de cette prise de parole courageuse des 25 participants et participantes qui ont accepté de participer à la recherche, qui ont accepté de livrer ces témoignages-là dans l'espoir de faire changer les choses. Donc, ils avaient un message commun, évidemment, mettre fin au profilage racial subi lors d'interceptions routières, mettre fin au profilage racial, point, mais évidemment plus spécifiquement dans ce contexte-là. Certains d'entre eux se réjouissaient du fait qu'ils notaient une certaine prise de conscience au sein de la population au cours des dernières années, mais constataient qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire
La plupart demandent l'adoption de balises claires pour limiter la discrétion policière, concluent qu'il n'y avait pas de contrôle aléatoire, justement, qu'il y avait des billets et qu'on devait limiter la discrétion, l'encadrer. Souhaitent combattre l'ignorance à la souche de la discrimination, aspirent à vivre dans une société qui valorise et célèbre la diversité culturelle, raciale et sous toutes ses formes. Et certains d'entre eux voulaient aussi changer l'institution de l'intérieur, par exemple en poursuivant des études policières ou en tentant de travailler dans le système. Et donc, à l'issue de cette recherche, le collectif de recherche recommande 3 choses en particulier. Premièrement, que les autorités politiques et policières imposent un moratoire sur toute interception routière sans motif réel. On pense que dans la mesure où on ne peut pas limiter, encadrer ces interceptions pour le moment, on doit avoir un moratoire pour les interceptions qui ne sont pas basées sur des motifs raisonnables de soupçonner une infraction. Ensuite, que l'article 636 du Code de la sécurité routière soit modifié justement pour mettre fin à ces interceptions sans motif réel. Donc, le moratoire en attendant qu'on fasse la modification et limiter cette discrétion policière le plus possible et finalement qu'en consultation avec les populations concernées, on obtienne des vraies données policières, statistiques, quantitatives, complètes, publiques, transparentes sur les interceptions routières et sur la représentation raciale des gens qui sont interceptés. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran et on peut prendre des questions.